Au-delà des sorties quotidiennes au cinéma ou des détours sur les plateformes de streaming, il existe quantité de films oubliés qui ont brillé pendant quelques instants avant de se noyer dans le fleuve impétueux de l'histoire du cinéma. La majorité des films sont condamnés à ne jamais être redécouverts que par quelques rares curieux. Et moi, je fais partie de ces curieux. J'aime retrouver des films aujourd'hui méconnus, mais c'est parfois un exercice exigeant. Certains sont ancrés à un contexte si précis qu'il est difficile de les comprendre. D'autres peuvent paraître plats, froids, à cause des nouvelles habitudes de moyens de réalisation beaucoup plus conséquents. Et puis il y a ceux qui ont juste été conservés et restaurés avec les moyens du bord. Bref, beaucoup de films qui peuvent sembler aujourd'hui inregardables. Il ne s'agit donc pas de vous les conseiller ni de vous les vendre, seulement de les regarder pour vous. Chongchuo, la Chine de Michelangelo Antonioni est un film inregardable. À cause de sa durée, 3h30, mais la durée prise seule n'est pas forcément un bon indicateur. The Irishman fait la même durée, mais un récit le structure, des stars battent la mesure et des actions nous stimulent régulièrement. Y a rien de tout ça avec notre film puisqu'il s'agit d'un documentaire. Enfin, presque. Chongchuo nous présente 3h30 d'images de la Chine et des Chinois qui ne racontent et n'expliquent rien. La caméra tourne et c'est tout. 3h30 sur ce rythme qu'on pourrait dire dépouillé, que Serge Danet préfère qualifier de naturaliste afin de pouvoir mieux taper sur ce style ensuite. C'est-à-dire qu'Antonioni va filmer avec le moins de mise en scène possible, réduisant au maximum les commentaires de la voix off et cherchant à capter les moments les plus intéressants en gardant constamment sa caméra mobile. On cherche à nous retranscrire la réalité de la Chine en 1972. Et pour cela, Antonioni cherche à intervenir le moins possible entre les lieux qu'il filme et nous. Donc, comme le dit son réalisateur, c'est plus un carnet de notes filmé qu'un documentaire. Alors voilà, un carnet de notes filmé qui ne nous apprend pas grand-chose et où les rares commentaires de la voix off qui tentent de nous donner des anecdotes témoignent surtout des clichés et de la méconnaissance de son époque concernant ce pays, comme le fait de nous dire que la muraille de Chine est visible depuis la Lune. Ces fortifications sont le seul monument visible depuis la Lune. On peut donc se poser la question, ce film inregardable, mérite-t-il finalement d'être regardé ? Je lève le suspense tout de suite, la réponse est oui. Je lève encore plus le suspense, c'est valable pour absolument tous les films à condition qu'on sache ce qu'on y cherche. Si je veux voir Big Movie pour trouver de l'humour, il mérite de brûler en enfer, mais si j'y cherche un exemple de pire film de l'histoire du cinéma, il mérite amplement d'être regardé. Mais revenons au film qui nous intéresse, ou plutôt que nous allons rendre intéressant. Tout d'abord, son réalisateur Michelangelo Antonioni. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est un des grands réalisateurs italiens à renommée mondiale qui, à travers 60 ans de carrière, a donné vie à des films considérés comme cultes, classiques ou tout autre terme servant à en asseoir une certaine légitimité historique comme L'Avventura, film franco-italien, Blow Up, film italo-américano-britannique, et Profession reporter, film italo-franco-américano-espagnol. D'ailleurs, il y a un Jack Nicholson qui se promène dans ce dernier. Jack Nicholson is the reporter. Famous, powerful, respected. Il termine sa carrière en réalisant à 94 ans Eros avec Steven Soderbergh et Wong Kar-wai, un film là aussi plein de petits drapeaux si on s'intéresse à sa nationalité. Bref, après tout ça, rien d'étonnant lorsqu'on apprend que le bonhomme est parti tourner en Chine dans les années 70. Il est intéressant de noter que comme pas mal de réalisateurs, Antonioni a commencé sa carrière par le documentaire, et contrairement à pas mal de réalisateurs, il a fait le choix 30 ans plus tard de s'y remettre avec ce film. En 1972, notre ami s'en va en Chine avec Enrica Ficcio, qui est son assistante réalisatrice mais aussi sa compagne, Andrea Barbato, auteur des textes énoncés par la voix off, ou co-auteur avec Antonioni, je n'ai pas vraiment réussi à savoir, et Furio Colombo, directeur des programmes culturels de la radio-télévision italienne en charge du projet. Et là on n'a pas encore vraiment commencé qu'il faut déjà faire une pause, parce que le tournage va être très particulier, et le résultat sera quelque chose d'assez unique dans l'histoire du cinéma. Et ce n'est pas vraiment dû au réalisateur Antonioni, mais surtout au contexte politique. En 1972, la Chine sort d'un renversement de pouvoir, d'une famine gigantesque pendant le grand bond en avant et d'une purge violente du système durant la révolution culturelle qui a lieu de 1966 à 76 où Mao va se réapproprier le pouvoir qu'il était en train de perdre depuis quelque temps. Malgré tout, le gros de la révolution est déjà passé et la Chine, alors complètement cloisonnée, recommence à dialoguer avec les pays étrangers en invitant par exemple des intellectuels comme ce bon vieux Roland Barthes. Dans le film, on retrouve un peuple apaisé si on veut être poli, épuisé si on veut être un petit peu plus critique. C'est qu'à ce moment, la révolution culturelle se joue à
un niveau politique. En 72, Mao est toujours le dirigeant suprême, mais 3 groupes se battent pour occuper le terrain politique une fois leur chef mort. Lin Biao, qui devait succéder à Mao, mais qui sera évincé notamment par Mao lui-même, Zhou Enlai, premier ministre qui incarne le visage modéré, et j'insiste sur les nombreux guillemets autour de modéré, qui sont des rappels au contexte très particulier de la politique en Chine. C'est notamment lui qui incarnera le dialogue entre la Chine et les autres pays, par exemple les États-Unis, en collaborant avec Henry Kissinger, qui a écrit un tout gros livre passionnant sur le sujet. Enfin, Jiang Qing, l'épouse de Mao, qui appartient au groupe de la bande des 4 et représente le bord radical du système, prônant la révolution permanente et le repli du pays sur lui-même. Autant vous dire qu'ils étaient plus qu'hostiles aux idées d'ouverture de Zhou Enlai. Et au passage, je vous recommande, si cela vous intéresse, Le Chien de Mao de Lucien Bodard, roman centré sur l'histoire de Jiang Qing que j'ai trouvé très intéressant. En connaissant à présent tout cela, ce qui est passionnant à voir dans le film d'Antonioni, c'est que rien, à aucun moment, ne peut laisser deviner ce contexte et plus largement, les choix politiques effectués par les dirigeants. En regardant ce film aujourd'hui, c'est très difficile de ne pas se dire qu'Antonioni et son équipe étaient plutôt naïfs. Les famines ne sont jamais abordées, le fanatisme ne produit que des commentaires un peu détournés, très peu de mise en perspective du régime sont mentionnés. En fait, quand Antonioni arrive en Chine, il n'est ni un intellectuel, ni un idéologue. Il peine à réfléchir sur l'état du pays au-delà de ses aspects esthétiques, voire même, il aurait des considérations qui peuvent nous paraître plus que curieuses aujourd'hui, comme cette étrange idée que je vous cite directement d'Antonioni. Dans ce pays, je sais qu'il vivait dans des conditions féodales d'une immense injustice. Et maintenant, je vois l'instauration d'une nouvelle justice, fruit d'un combat quotidien. Pour un regard occidental, cette justice peut revêtir l'apparence d'une pauvreté générale et austère. Mais cette pauvreté rend possible une survie dans la dignité, rend les hommes sereins et plus humains que nous. Elle se rapproche parfois de notre idéal humaniste d'équilibre avec la nature, avec de l'affection dans les rapports interpersonnels, une inventivité tenace qui résout avec simplicité le problème de la redistribution des richesses sur un territoire souvent peu généreux. Une vision très romantique énoncée à une époque où les ravages de la famine, les cas de cannibalisme, les exils dans les coins les plus pauvres du pays ne faisaient pas encore partie des consciences collectives. Néanmoins, Antonioni se retrouve quand même bien emprunté, car tout ce romantisme ne chasse pas la pauvreté à laquelle il fait face. Pauvreté en plus édulcorée par le fait qu'il s'agit d'un chemin tracé par les autorités. Il le reconnaît lui-même, il ne voit et ne filme que ce que le gouvernement chinois veut, même si par moments il oublie de prévenir qu'il a allumé sa caméra. Et là, c'est mon hypothèse personnelle, mais on se retrouve donc avec un réalisateur qui connaît peu son sujet et qui peine à se positionner idéologiquement face à ce qu'il voit. Son choix est donc aussi simple que radical, laisser le public se faire son avis. Voilà. Un véritable chef d'œuvre, faut le dire. Absolument. Et on en arrive à ma partie préférée, la réception du film. Quand la Chine sort sur les écrans du pays concerné, l'accueil est très positif. Enfin, il est sorti sur un écran. Avant d'être diffusé au peuple chinois, il doit passer sous le contrôle du régime, et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe puisque depuis 1967, Jiang Qing a entrepris une campagne de purification des arts qui vise à exclure tout ce qui n'est pas considéré comme étant de l'art populaire anti-bourgeois. Entendez par là tout ce qui ne sert pas l'image du régime en place. Et quand le film d'Antonioni arrive, il se trouve face à des images de gens en vélo, d'enfants qui chantent dans les rues, de paysans qui transpirent au travail, rien qui ne semble incroyable, et pourtant ce film, accompagné de commentaires occidentaux, va faire l'effet d'une bombe. Rappelez-vous les conflits entre l'épouse de Mao, Jiang Qing, et le premier ministre Zhou Enlai. Le film va devenir un argument politique pour la première afin d'allumer le deuxième. Une campagne va être lancée pour dénoncer les agissements de Zhou Enlai qui ouvre le pays aux étrangers afin de produire des films qui vont insulter le peuple chinois. Rapidement, des millions de citoyens vont s'insurger contre un film qu'en réalité personne n'a vu. Mais qu'est-ce qui est vraiment reproché au film? Je vous propose de le découvrir à travers quelques extraits d'un commentateur du Quotidien du Peuple, journal quotidien chinois. La forme de ce film en fait un grave acte anti-chinois et une violente provocation envers le peuple chinois. Il tente de donner l'impression que la révolution chinoise n'a ni changé le statut du peuple chinois, ni permis l'émancipation de leurs esprits, et que les Chinois ne sont pas enthousiasmés par ce système socialiste. Il a filmé distinctement des gens en train de se moucher et d'aller aux toilettes. En filmant le grand pont de Nanking sur le Yangtze-Yang, magnifique pont moderne, il a choisi exprès des angles très mauvais, donnant l'impression d'un pont tortueux et branlant. Le réalisateur n'a pas filmé un seul chant révolutionnaire chinois, mais a dénigré sans scrupule les arias de ses œuvres. Tout ceci œuvre à montrer que la vie dans les champs est synonyme de dur labeur quotidien et que la campagne chinoise n'est pas le paradis. Puis il conclut sur l'idée que le film reprend les idées réactionnaires et révisionnistes de la propagande soviétique anti-chinoise. Bref, le film se contentant de montrer plutôt que d'expliquer, ça laisse une place immense pour interpréter tout ce qu'on veut sur ces images. Donc le film a été complètement bâché et censuré en Chine. Mais quelle a été la réception du public occidental ?
Eh ben il faut se rendre compte qu'à ce moment, les seules images qui échappaient de la Chine étaient celles réalisées par le gouvernement qui donnait alors à son pays l'image la plus lisse et organisée possible. Le public va découvrir une Chine avec un peuple qui n'est pas en révolution perpétuelle, où le développement est encore très rudimentaire et où on découvre certains problèmes d'organisation. Les maoïstes occidentaux, en découvrant ces images, ont alors remis en question le régime chinois en place et ça a permis à une réflexion sur l'image de propagande et... En fait non, pas du tout. Ils ont allumé le film dans tous les sens. Tac-tac, tac-tac, tac-tac. Et à ce sujet, Carlo Di Carlo, cinéaste et ami intime d'Antonioni, nous raconte une anecdote intéressante. À la sortie du film, celui-ci fut programmé à la Biennale de Venise. Mais le gouvernement chinois a fait part de sa désapprobation face à l'événement. Le président de la Biennale, qui avait personnellement proposé cette projection, a alors choisi de la maintenir, mais au centre-ville, en marge du festival. Le film fut diffusé avec la présence d'Antonioni et de son ami. Les retours furent positifs, mais à la sortie de la salle, ils sont pris à partie par des maoïstes qui ont organisé une grande manifestation. Des échanges virulents et même des attaques ont alors lieu, mais heureusement la situation ne dégénère pas. Donc du côté des maoïstes, c'est pas vraiment l'enthousiasme. Du coup, est-ce que le film a été défendu par ceux qui dénonçaient ce mouvement ? Simon Leys est une figure de proue de cette dénonciation. Il est notamment l'auteur du livre Les habits neufs du président Mao, que je n'ai pas encore lu mais qui m'a l'air passionnant au vu des commentaires autour du texte. Son auteur a dénoncé très tôt les dérives du maoïsme, et plus encore la sympathie qu'exerçaient certains intellectuels à l'égard de ce régime, comme le fameux et déjà cité Roland Barthes, dont les écrits sur son voyage en Chine sont quasiment un running gag de la question pour ceux qui l'ont étudié, tant le bonhomme passe plus de temps à rédiger des notes sur la qualité de son repas plutôt que sur l'état du pays qu'il visitait. Et donc, que pense Simon Leys de ce premier film qui met en scène la Chine véritable ? Quel regard jetez-vous, Simon Leys ? Vraiment, il y a une chose dont j'ai horreur, et ce sont les gens qui parlent sans être compétents. Il a pas non plus aimé. D'une part parce que justement, ce qu'on voit, ce n'est pas toujours la Chine véritable. C'est un parcours étroitement encadré par l'État. Il dénonce la grande naïveté d'Antonioni, qui croit ainsi pouvoir venir avec une caméra et montrer la réalité. À aucun moment, il montre les coulisses de ce système, ou même ne s'y intéresse. Et donc, s'il ne range pas Antonioni dans la catégorie des intellectuels aveugles, il en condamne pas moins la démarche de son film. On retrouvera d'autres critiques plus ou moins proches de cette idée, comme par exemple Serge Danet, mais qui salue quand même l'efficacité d'une scène de césarienne anesthésiée à l'acupuncture. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que le film commençait avec ça. Alors voilà, derrière des images qui se voulaient si simples se cache une réalité beaucoup plus complexe. En fait, la Chine d'Antonioni était déjà un art regardable à sa sortie. Mais étrangement, je crois que c'est un art regardable qui se soigne. En témoigne sa diffusion en Chine en 2004 après des dizaines d'années de censure. En témoigne aussi la disparition du maoïsme en Europe. Peut-être qu'un jour, il cessera d'être un objet méconnu dont on ne parle qu'en répétant les informations données dans un livret de DVD et qu'on le regardera pour ce qu'il est, un carnet de notes filmé d'une époque en Chine encore profondément méconnue aujourd'hui. Mais sans doute suis-je trop optimiste. Je le suis trop car je sais que ces images me touchent personnellement, mais que ça sera sans doute pas le cas de la plupart des gens qui tomberont sur ce film. Cette époque de la Chine provoque sur moi une sorte de fascination étrange sans que je sache vraiment expliquer pourquoi. Quand je vois ce carnet de notes filmé, je suis d'abord fasciné par cette façon de présenter les paysages. Nous ne sommes pas devant une esthétique de carte postale. Comme le dit la critique chinoise à l'époque, Antonioni ne magnifie pas ses environnements. Il veut surtout retranscrire la sensation d'une histoire et d'un temps. Quand il filme la Grande Muraille, et il nous en présente les tours effondrées, comme s'il voulait nous témoigner à la fois de la grandeur de cette construction soi-disant visible depuis la Lune, et sa fragilité. Une construction d'un autre temps, qui s'érode petit à petit, mais qui demeurera aussi à jamais inégalable. Il y a aussi la place de Tiananmen, chargée d'histoire. Là encore, pour retranscrire toute son importance, il ne s'agit pas de faire une contre-plongée savamment étudiée à un instant précis qui ferait rayonner le lieu. Antonioni ne veut pas la rendre spectaculaire, ni la figer. Alors il filme les Chinois qui se sont rendus jusqu'ici et qui se prennent en photo pour prouver qu'ils y étaient ou pour s'en souvenir. Les images donnent vie à ce lieu, et c'est ainsi pour de nombreuses images. On parcourt les rues de Pékin, depuis une voiture, comme si on laissait notre regard se perdre dans le décor sans chercher à retenir d'informations. On est assis en salle et on assiste à un spectacle, qui est quand même certes beaucoup trop long. Mais le plus fascinant reste lorsque la caméra se promène dans les villages plus pauvres. La caméra n'est pas alors oubliée, mais au centre de tous les regards. Des regards si éloignés dans le temps et dans la culture qu'il m'est impossible de savoir ce qu'ils expriment. Et ne pouvant rien y lire, on peut tout y interpréter. Absolument. Enfin,
Au-delà des images, toute l'histoire de la création de ce film m'impressionne. Les interprétations qu'il ouvre, les regards qu'il soulève, c'est l'exemple typique du film qui a une vie encore plus riche lorsqu'on sort de ces images. En tant que témoignage unique d'une époque qui s'éloignera de plus en plus de nous, en tant qu'objet de discours qui continue encore de se produire, ce cinquantenaire a peut-être encore un bel avenir devant lui. La Chine d'Antonioni est un art regardable, mais si vous êtes sensible à cette démarche naturaliste, si vous voulez vous lancer dans un panorama contemplatif d'une époque et d'un peuple, si vous aimeriez vous promener naïvement pendant 3h30 dans la Chine maoïste, alors peut-être que vous pourriez essayer. Pour les autres, vous n'avez désormais plus besoin de le regarder, vous le connaissez déjà. De rien.